Bonjour. Alors, on m'a demandé de vous faire un petit discours de façon à ce que vous puissiez vous entraîner. Euh, Au départ, il s'agissait de vous entraîner à la consécutive. Malheureusement, je me suis rendu compte en faisant mon petit discours qu'il était relativement long et que peut-être vous auriez intérêt à le faire plutôt en simultané. Ceci étant dit, comme il s'agissait de consécutive, à la base, je me suis dit qu'en fait, puisque moi-même j'ai dû travailler en consécutive il y a assez peu de temps, et puisque peut-être parmi ceux qui utilisent cet instrument que nous avons mis en ligne, il y a des débutants, je pouvais éventuellement partager les petits trucs. Alors la journée en consécutive, elle commence la veille. Je vous le dis tout de suite, la première chose que vous devez faire pour bien travailler en consécutive, c'est aller vous coucher, hein. Parce que de façon générale, l'erreur qui est trop souvent commise par les débutants, et là je me mets dans le lot, c'est de continuer à préparer jusqu'à ce que mort s'en suive. On est convaincu qu'on n'en sait pas suffisamment, qu'on n'a pas assez lu, qu'on va se faire piéger, qu'il y aura tel ou tel mot qu'on n'aura pas cherché, et que forcément on va mourir sur place, crucifié, cloué au pilori, et qu'il faut absolument continuer à préparer pour que cela ne se produise pas. Bon, c'est une erreur grave. En interprétation, la chose dont on a le plus besoin, c'est la mémoire à court terme. C'est la capacité à se souvenir de ce qui vient d'être dit. Eh bien, je peux vous l'assurer, quand vous n'avez pas assez dormi, c'est la première chose qui vous manque, hein. Donc, vraiment, allez vous coucher. Ça commence comme ça. Donc, une fois que vous vous serez bien reposé, que vous arriverez frais et dispo le jour dit, comment ça se passe? Vous vous réveillez et vous vous préparez. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter. L'interprétation fait partie de ces métiers où l'habit fait le moine, hein. Très clairement, on vous prendra plus au sérieux en tailleur que si vous débarquez en tongs et en short. Ça, je crois que c'est évident. Je le dis tout simplement parce que même pour les femmes, alors que nous avons quand même plus de choix dans notre garde-robe, même pour les femmes, de façon générale, pour marquer que l'occasion est formelle et qu'on est vraiment en train de travailler, c'est la veste qui fait la différence. Et alors c'est là où vous allez croire que je me moque de vous, mais pas du tout. Regardez les prévisions météo. Je le dis pour une raison très simple. La veste, c'est très bien, c'est formel, ça présente très bien. Ça a deux gros inconvénients. En été, ça tient chaud, et en hiver, ça ne tient pas assez chaud, hein. En hiver, ce n'est pas du tout l'équivalent d'un pull. Donc ça peut paraître tout à fait idiot ce que je vous dis, mais si vous ne voulez pas tomber la veste, comme on dit, au milieu de votre exercice, je vous recommande vivement, lorsqu'il y a de grandes chaleurs, de porter quelque chose de léger en dessous. Personnellement, c'est un débardeur. Ça me permet de garder euh, la veste tout du long sans pour autant mourir de chaud, sans compter qu'avec le stress en général, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et en hiver, ma foi, je suis devenue assez adepte d'une marque qui est bien connue de toutes les grand-mères françaises, qui s'appelle Damar. Alors je vous rassure, ils ont fait du progrès, parce que évidemment, d'un point de vue purement stylistique, bon, ça laissait un peu à désirer, ça n'était quand même pas les dessous les plus affriolants qu'on pouvait trouver sur le marché. Par contre, ils font des choses en thermolactyle, et j'ai découvert que cette matière merveilleuse tient chaud et que c'est ce qui m'évite la pneumonie en hiver, notamment quand une fois je me suis retrouvée sur un parvis en plein courant d'air au mois de février, à pouvoir à peine tenir mon stylo parce que les mains tremblaient. Je vous assure que depuis, je n'ai pas acheté des actions d'Amarp, je ne sais même pas si elles sont cotées en bourse, mais vraiment, ça a l'air idiot, mais c'est très utile. Alors évidemment, vous vous préparez, vous vous habillez, ce n'est pas la peine de vous asperger de parfum. J'ai découvert tout récemment qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques au parfum, ce qui est quand même très embêtant. Et puis, même sans être allergique, vous avez des gens qui sont assez sensibles aux odeurs. Ça sert à rien de vous asseoir à côté de votre client et lui donner un mal de crâne, hein. D'autant que la grande particularité de la consécutive, c'est qu'on est à côté de son client, physiquement. On est prêt, on est proche, hein. Je le dis au cas où il y a des fumeurs dans la salle. Moi-même, j'ai réussi à vaincre ma dépendance, mais il n'y a que 4 ans. Et je peux vous assurer que si vous êtes fumeur, vous avez l'odorat parfaitement anesthésié, hein. Quand on est fumeur, on ne se rend jamais compte à quel point on peut puer. Moi, je vous assure que quand j'ai un collègue qui vient de s'en griller une et qui rentre en cabine, je le sais immédiatement, hein. Donc bon, je ne vous dis pas non plus que c'est forcément facile. Je vous dis juste que si vous allez commencer à travailler, ce n'est peut-être pas la chose la plus appropriée à faire, même si je sais bien que quand on est stressé, c'est la chose dont on a le plus envie, malheureusement.
Bon, une fois que tout ça est passé, il y a un moment quand même où on commence à travailler. Euh, alors bon, chacun ses trucs et astuces, mais c'est vrai que malgré le stress, encore une fois, j'essaye, puisque je vais me présenter aux gens, de ne pas avoir les mains trop moites, ça n'est jamais très agréable. J'essaie de ne pas non plus leur enserrer la main dans une poigne de fer, parce que ça n'est pas très agréable non plus, hein, de se faire détruire les différentes phalanges. Et puis alors, évidemment, vous allez vous asseoir. Les gens, parfois discutent debout, mais souvent s'assoient quand même autour de la table. Et c'est beaucoup plus délicat qu'il n'y paraît. Il y a des questions de protocole à cet égard. Et en plus, si vous travaillez pour, on va dire, une personnalité politique, très souvent, vous avez des conseillers qui normalement s'assoient à côté, parce que ce sont les gens qui maîtrisent aussi un certain nombre de dossiers et qui peuvent passer des petites notes, qui peuvent conseiller, éclaircir tel ou tel point. Or vous, vous allez devoir vous asseoir à la place du conseiller, ce qui n'est pas forcément évident. Ça se fait parfois assez naturellement et parfois il faut un peu plus lutter. Ce que moi souvent je mets en avant, c'est le fait que je peux travailler en chuchoté. C'est-à-dire que s'il y a une seule personne qui a besoin d'interprétation, je peux lui susurrer l'interprétation à l'oreille et il est évident que ça va beaucoup plus rapidement, hein. Donc ça c'est quelque chose qui peut être apprécié. Et bon alors, vous vous êtes levé, vous vous êtes habillé, vous vous êtes préparé, vous êtes arrivé, vous vous êtes présenté, vous vous êtes assis. Et là vient le temps des présentations. Ça, c'est toujours un moment de prédilection pour l'interprète. C'est le moment où tous les gens déblatèrent leur nom de famille à toute vitesse, avec toutes les fonctions qui y sont associées. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est l'exercice le plus casse-figure qu'il puisse exister. Et je vous recommande vivement d'avoir au préalable obtenu la liste des participants et de l'avoir mémorisée. Et je ne plaisante pas. Récemment, j'ai eu droit à 2 noms grecs à 5 syllabes d'affilée. Je n'ai absolument rien contre la Grèce, ne vous me prenez pas. C'est juste que, en fait, je n'ai pas le grec. Je ne le parle pas, je ne suis pas habituée aux patronymes grecs. Et honnêtement, si je ne les avais pas lus avant, j'aurais été incapable de les ressortir. D'autant que souvent, ce qui importe aux gens, ce n'est pas tellement nom, c'est la fonction. Parce qu'il y a toujours ce rituel très amusant d'échange de cartes de visite. Donc de toute façon, le nom, ils l'auront parce qu'ils ont la carte de visite. Ce qui les intéresse tout de suite, c'est d'arriver à repérer la fonction de la personne, la fonction de leur interlocuteur, pour déjà anticiper des questions qu'ils pourront poser éventuellement, le travail qu'ils pourront effectuer à la suite, etc. Donc ça, c'est très important de le noter, d'où l'intérêt d'avoir déjà le nom. Euh, Alors après, dans les trucs et astuces tout à fait surprenants, je vous conseille de très bonnes chaussures. C'est ce que j'appelle le syndrome VIP. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez une personne importante politiquement, hein, typiquement un ministre, une ministre ou quelqu'un de ce rang-là, qui s'avance. Et alors, c'est un petit peu comme dans les bouchons, quand il y a une ambulance qui arrive, vous voyez, tout le monde se range de côté pour laisser la place. Mais alors, ça se referme tout de suite derrière, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça dure jamais très longtemps. Le VIP, c'est pareil. Le VIP, il s'avance, tout le monde lui ouvre la voie et tout le monde ferme la marche derrière parce que tout le monde se précipite, y compris le garde du corps, hein, dont la fonction principale est quand même de vous empêcher de vous approcher, hein, accessoirement. Et évidemment, ce n'est pas parce que votre VIP marche qu'il n'est pas nécessairement juste à côté de son interlocuteur, hein, de celui qui vient lui rendre visite, par exemple, qu'il est en train d'amener à son bureau, ou ce genre de choses. Donc, honnêtement, pour l'avoir vécu, prenez de bonnes chaussures sur lesquelles vous pouvez marcher, dans lesquelles plutôt, vous pouvez marcher assez rapidement. D'autant que si vous êtes en déplacement, j'aime autant vous dire que vous ne serez pas dans la voiture de tête, hein. Ça n'a rien à voir avec votre ego ou avec votre importance relative au reste des membres de la délégation. C'est juste que vous serez avec le quart des journalistes, quoi. Mais par contre, le VIP, lui, quand il arrive, il a besoin de vous. Voyez, donc il faut pouvoir descendre du véhicule assez rapidement et assez rapidement vous rendre aux côtés de cette personne qui potentiellement va avoir besoin de vos services tout de suite. À cet égard, je vous conseille aussi, si vous êtes sujet au mal des transports, d'avoir un petit quelque chose avec vous. J'ai développé une sainte horreur d'un certain type de véhicule qui a été conçu spécialement, je crois, pour ce genre d'occasion, qui est très convivial, hein. Ça, il n'en fait aucune erreur là-dessus. Les gens sont face à face dans le véhicule, ce qui signifie nécessairement que vous en avez qui sont de dos. Alors quand la délégation est en retard,
pour le rendez-vous d'après, le chauffeur est un tout petit peu plus nerveux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parfaitement désagréable. Donc encore une fois, on ne dirait pas, mais pour faire de la consécutive, il faut avoir le cœur accroché, hein, parce que si vous commencez à avoir la nausée en route, je vous rassure tout de suite, vous descendez et paf pouf, on commence à travailler tout de suite, hein. Alors après, le grand classique de la consécutive, c'est le repas, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de griffonner d'une main pendant que vous tenez la fourchette de l'autre, mais je connais assez peu de collègues ambidextres. Donc l'exercice est assez périlleux. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec l'intégralité de votre assiette sur les genoux, je vous recommande d'éviter, en fait, hein. Renoncez tout simplement. Sachez que vous mangerez quand vous pourrez. Alors vous avez parfois des gens très gentils qui vous laissent le temps pour se faire, hein, qui s'interrompent et qui vous laissent manger, mais enfin, bon, de façon générale, vous êtes là pour travailler. Donc ça a l'air idiot, mais je vous conseille les toutes petites bouchées, hein, parce que c'est facile à avaler, au moins vous risquez pas de vous étrangler aussi, parce que ce n'est pas non plus le but de l'exercice. Voilà. Alors quand vous aurez fini de travailler, de manger, etc., évidemment, il y a un moment où vous dites au revoir à votre client. Ça paraît essentiel, ça paraît fondamental. C'est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Moi, j'ai souvenir de m'être retrouvée, les bras ballants, ne sachant que faire, à regarder la porte d'un ascenseur qui venait de se fermer, derrière laquelle avait disparu la ministre pour laquelle j'avais travaillé, sans que j'ai jamais eu l'occasion d'arriver à établir un contact visuel, à lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Bon, je trouvais ça un petit peu gênant. Et puis, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le commun des mortels, lorsqu'il descend de l'avion, il emprunte la passerelle, hein, et il se rend dans l'aérogare. Bon, le VIP, il fait pas ça, lui, hein. C'est pour ça que vous ne le voyez pas planté à côté du tapis roulant en train d'attendre sa valise. Le VIP, lui, il est escamoté par une petite porte, tout de suite à gauche, en sortant de l'appareil, et il va dans le lounge, j'imagine, ou un autre endroit tranquille, attendre que quelqu'un aille lui récupérer son bagage. Euh, bon, c'est très sympathique, mais ça veut dire que vous devez dire au revoir dans l'avion, hein, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où le VIP sort de l'avion, je veux dire, vous ne le verrez plus. Donc, au cas où vous ne le savez pas, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre congé de façon tout à fait formelle de la personne pour qui vous avez travaillé. Voilà. Et une fois que vous aurez fait cela, ma foi, vous pourrez enfin commencer à vous détendre, puisque votre journée de consécutive est effectivement arrivée à son terme. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit les seuls conseils que l'on puisse vous donner en la matière, mais s'ils ne vous ont pas été utiles, j'espère au moins qu'ils vous auront fait sourire.